Donc, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui? L'administrateur, il a un problème de... D'accord. Oui, professeur, on vous entend. D'accord. Merci. Merci. Donc, on va essayer de faire un aperçu sur quelques QCM au cours desquels je vais essayer d'aborder un peu les principaux éléments sur lesquels vous restez questionnés le jour de l'examen la semaine prochaine. Donc, il faut savoir que vous allez avoir essentiellement en cours d'examen quelques cas cliniques. Ce sont des QCM un peu générales, mais je vais, à fur et à mesure, lorsque je vais parler, je vais discuter de certains cas cliniques que vous risquez d'avoir le jour de l'examen. D'accord? Donc, il faut être très, 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 très attentif, d'accord, à ce que je vais dire, d'accord? Je vais mettre certains QCM classiques, mais je vais en même temps aborder quelques aspects cliniques. Et donc, il faut être un peu très, très, très vigilant pour un peu, si vous arrivez bien sûr, si vous avez déjà fait au moins une révision, non? Oui ou non? Est-ce que tout le monde n'arrive pas à m'entendre? Hamza, tu m'entends? Oui, Hamza? professeur. Oui. Oui, professeur. Donc, j'espère que tout le monde a essayé de voir un peu le cours. Donc déjà, pour les chapitres, je vais enlever le chapitre le syndrome confusionnel. Donc, c'est un chapitre que vous avez vu certainement en réanimation. Je ne vais pas poser des questions là-dessus. Il reste les autres chapitres. Et donc, je vais aborder à travers ce QCM donc, les éléments les plus importants. Je ne sais pas si vous voyez la diapositive. L'administrateur, il a un problème de son. Est-ce que quelqu'un peut répondre à sa place? Est-ce que vous voyez la diapositive? Oui, monsieur, on peut. Voilà, vous voyez la diapositive, oui? Oui, oui. D'accord. Donc, on va commencer par le QCM. Donc, Népopam donc, est prescrit en cas de douleur neuropathique. C'est un opioïde, est contre-indiqué en cas de commercialité, est responsable d'effets anticholinergiques, est prescrit à la dose de 40 mg par prise, est un antalgique pur. Alors, les gens qui ont déjà fait une révision, est-ce que vous allez répondre? Est-ce que c'est un. Il est prescrit en cas de douleur neuropathique? Le Népopam. Quelqu'un peut répondre? CDF. Comment? CDF. CD. F. Très bien, bravo. Effectivement, c'est la classe 2, mais ce n'est pas un opioïde, d'accord? La dose en général, c'est 20 mg par prise. Et donc, c'est important de connaître quand même que ce n'est pas un opioïde, c'est un antalgique pur. Et alors, souvent, il est prescrit dans les douleurs particulières, d'accord? Alors, dans le tableau d'intoxication morphinique, on a les signes suivants. Trouble de la conscience, détresse respiratoire, myosis, risque de bronchospasme, laryngospasme. Toutes les réponses. Voilà, toutes les réponses. Alors, le jour de l'examen, il va y avoir au moins une réponse fausse. Comme ça, pour avoir la note relative. D'accord?
pour mes QCM, vous allez avoir au moins une réponse. C'est clair? Mais ça, effectivement, vous avez les 5 réponses qui sont vraies. Alors, si on veut dire, par exemple, on peut vous donner, par exemple, un cas clinique d'un patient qui est somorphinique, on vous dira qu'en cas d'intoxication, il a une mydriase. Donc, il ne faut pas, ou bien il est amyosis. Donc, il faut voir, ou bien il a fait un bronchospasme, ou là, il a fait une diarrhée. D'accord? C'est clair? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Monsieur, on peut vous entendre. Hein? Oui, monsieur, on peut. Hein. Donc, vous avez compris ce que je viens de dire? Oui, Hein? merci. Oui, merci. Donc, il faut savoir que le jour de l'examen, vous allez avoir au moins une réponse fausse. Mais là, vous avez les 5 réponses qui sont vraies. Alors, on peut poser le QCM comme ça, comme on peut vous poser un patient qui est somorphinique. On vous dira, est-ce qu'en cas d'intoxication, est-ce qu'il aura tel signe, et en cas de surdosage, il va avoir tel signe ou non. D'accord? C'est clair? Il faut que quelqu'un parle, comme ça Oui, professeur. comme ça, je sais que vous avez bien. Donc, vous avez ici, vous avez les 5 réponses qui sont vraies. D'accord? Alors, le tramadol, sa dose maximale est de 400 mg par jour. C'est un opioïde. Son responsable d'une mydriase. Il est responsable du syndrome de sevrage. Il est en forme galénique au paracétamol. A, B, D, E. A, B, D, E. Très bien. Le surdosage, il est responsable plutôt d'un myosis parce que la tramadol fait partie des opioïdes, comme la morphine. Les mêmes effets indésirables, les mêmes contre-indications, et bien sûr, en cas de surdosage, vous avez le même aspect. Vous avez les mêmes symptômes. D'accord? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, professeur. D'accord. Alors, lequel des médicaments n'est pas un opioïde? Le tramadol, le nifopam, la codeine, la morphine, l'oxycodone. Le néphopam. Très bien, le nifopam. D'accord, très bien. Ça, c'est clair, c'est évident. Alors, lequel des substances suivantes n'est pas un agoniste pur? La morphine, le buprénorphine, l'oxycodone, le fentanyl, l'hydromorphone. Réponse B. B, effectivement, donc c'est le B qui n'est pas un agoniste pur. D'accord? L'équivalent de 6 mg per dose de morphine est 2 mg en intraveineuse, 4 mg en sous-cutané, 3 mg en intraveineuse, 3 mg en sous-cutané. 2 mg IV, 3 mg sous-cutané. Très bien, voilà. Alors, on peut vous poser le QCM comme ça. Comme par exemple, on peut vous donner, par exemple, un patient qui est, par exemple, sous morphine, qui était initialement sous morphine injectable, d'accord? Par exemple, par exemple, si on vous dit que vous avez un patient qui avait reçu, par exemple, par exemple 20 mg ou bien 30 mg de morphine en intraveineuse, et vous allez passer en sous-cutané. Combien il va avoir normalement? Si vous voulez bien sûr le remettre sur voie par exemple. Vous avez quelqu'un qui est sous forme injectable initialement, et vous allez le mettre sous voie péros, par exemple. S'il est sous voie intraveineuse, vous allez multiplier par combien? Hein? Quelqu'un peut répondre? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Un milligramme intraveineux correspond à combien de péros? Vous répondez.
Vous m'entendez ou non? 3 milligrammes. Voilà, très bien, 3 mg, d'accord? Donc, si par exemple, on vous donne un patient avec un dosage intraveineux, on vous dit quelle est la dose qu'on va donner en cas de péros, il faut multiplier par 3. D'accord? S'il était sur la voie subcutanéenne, il faut multiplier par la dose par quoi? Par 2. Par 2, voilà. Vous avez compris. C'est-à-dire qu'on peut vous poser un QCM comme ça, comme on peut vous poser un patient qu'on a mis sous telle dose par voie intraveineuse, par exemple, parce que vous savez qu'il y a le chlorhydrate de morphine, donc on peut utiliser par voie intraveineuse, par voie orale, par exemple. Si on veut basculer de la voie injectable à la voie orale, si c'est intraveineuse, il faut multiplier par 3. Si c'est la voie subcutanée, il faut multiplier par 2. C'est clair? Est-ce que vous avez compris cette Oui, professeur. situation? D'accord? Oui. Il y a un patient qu'on a mis sous telle dose, et on va mettre vous allez le mettre sous voie subcutanée. Est-ce que vous allez mettre sous telle, ou bien par voie péros, voilà, vous allez mettre telle ou telle dose. D'accord? C'est clair? Oui. Vous avez compris hein? Oui, professeur, on a compris. Par exemple, l'équivalent de 2 mg péros de morphine est 60 mg de codéine, g de tramadol, 15 mg d'oxycodone, 30 mg de dihydrocodéine. 60 mg de codéine, 30 mg de hydroxycodéine. Voilà, très bien, c'est ça. Donc, le tramadol, c'est presque la codéine. L'oxycodone, c'est moins. En général, il faut multiplier la dose d'oxycodone par 1,5 pour avoir la dose de morphine, d'accord? 10 mg en général de morphine, c'est 7,5, d'accord? C'est clair? Il faut connaître ce tableau, d'accord? Si vous avez un patient qui est sur une dose, c'est l'équivalent de combien en morphine, il faut le connaître. Mais comme je dis, il faut connaître surtout essentiellement les 4 premiers, d'accord? C'est-à-dire les 5 premiers, la codéine, la dihydrocodéine, le morphine intraveineuse subcutanée et l'oxycodone. C'est clair? Les autres, fentanyl, buprenorphine, méthadone et tout ça, ce n'est pas obligatoire. C'est clair? Oui, professeur. Donc, vous avez déjà fait une révision? Hein? Vous avez déjà lu le cours, non? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Les contre-indications de la morphine sont l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance hépatique, l'asthme, l'insuffisance rénale, l'état de mal convulsif. Quelles sont les contre-indications de la morphine? Toutes les réponses. Voilà, toutes les réponses, très bien. Donc, il faut connaître ces contre-indications dans votre pratique si vous avez un malade qui a une insuffisance respiratoire, hépatique, insuffisance rénale, comment le manager, bien sûr. Alors, l'antidote de la morphine est le naloxone, le fluimucil, la razagéline, la duloxétine. C'est Le naloxone. un naloxone, voilà, très bien. Un patient de 60 ans, tué pour un adénome prostatique, est victime d'un AVC ischémique thalamique gauche, se présente pour des douleurs paroxystiques avec ischémie corporelle droite, seront prescrits en première intention. Alors, d'abord, déjà, pour la prescription, il faut connaître quel type de douleur ici. C'est quel type de douleur ici? Bon, choisir le traitement. Neuropathique. C'est une douleur neuropathique, ce n'est pas une douleur inflammatoire par hypernociception, c'est une douleur de type neuropathique. Quels sont les traitements, déjà avant même de voir les QCM, quels sont les traitements que vous allez prescrire en général, classiquement, qui vient à l'esprit? Les antidépresseurs. Les antidépresseurs tricycliques et les antiépileptiques. Donc les antidépresseurs de façon générale et les antiépileptiques, d'accord? D'emblée, juste en voyant quelqu'un qui a une douleur, c'est-à-dire si on voit dans quelqu'un, par exemple, qui a une neuropathie avec des parasitisatifs de brûlure, si on voit dans quelqu'un qui a été un blessé de guerre avec un traumatisme médulaire et qui a des douleurs, si on vous donne, par exemple, quelqu'un qui a fait un AVC, par exemple, un certain nombre de Wallenberg qui a des douleurs, qui a fait un AVC, qui a fait un traumatisme crânien avec des lésions cérébrales ou médulaires et qui a des douleurs, souvent, c'est la douleur
neuropathique. D'accord? Alors, vous avez les ANS. Est-ce que vous les gardez ou non, les ANS? Oui ou non? Les ANS ou non? Non. Non. Très bien. Les opioïdes, avec la morphine et tout ça. Il n'y a pas d'indication. Non. D'accord? Les antidépresseurs tricycliques. Oui. Oui. Alors, vous les dites très bien. C'est pourquoi je. Non, on ne va Alors, pas les garder. Il y en a des normes. Qu'est-ce qu'il vous voit? Le type de douleur, et qu'est-ce qu'il vous voit? Le terrain. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut chercher les. Est-ce qu'il y a des contre-indications? D'accord? C'est clair? Alors, est-ce que vous maintenez les antidépresseurs tricycliques? Non, professeur, parce que l'adénome prostatique est une contre-indication à l'utilisation des antidépresseurs tricycliques. Donc, si on vous donne un patient qui a une douleur neuropathique, et il faut vérifier, bien sûr, est-ce qu'il y a un terrain particulier? Est-ce qu'il y a... Alors, quelles sont les principales contre-indications en général qu'on doit chercher, par exemple? C'est surtout l'adénome de la prostate, c'est quoi encore? La deuxième chose, c'est Le glaucome fermé. le glaucome. Si on a un patient qui a un glaucome, il faut se méfier. Glaucome ou adénome prostatique, il faut commencer à se méfier. Alors, les antidépresseurs tricycliques, adénome prostatique, glaucome, ça, BAV. il faut les mettre. D'accord? Il ne faut pas les mettre. D'accord? Là, la prégabaline, la gabapentin. Est-ce que vous les mettez? Oui, il faut les mettre. Alors, il faut vérifier juste les. Juste quoi? Les contre-indications. Les contre-indications. Et quoi encore? Les doses. Les doses, très bien, voilà. Donc, les doses et, bien sûr, donc les contre-indications. Donc, la prégabaline, en général, c'est 150 à 300 mg, d'accord? La gabapentin, c'est un peu plus. C'est 300 en général, mais en général, c'est 300 jusqu'à 900 mg en général, d'accord? Donc, vous avez essentiellement, bien sûr, donc là, la prégabaline, la gabapentin, donc il faut retenir ça. La prégabaline, les noms commerciaux que vous avez, c'est Ali, c'est Lyrica, c'est Epica, d'accord? La gabapentin, c'est le Neupontin, c'est le Nupontin, c'est le Gavamox. Ça, il faut des doses, parce que les présentations des gabapentines, c'est 300, 400 mg en général. Il y a des formes de 100 mg. La prégabaline en général, c'est les 25, 50, 75, 150 mg. C'est clair? Donc, pour la prégabaline, c'est 150 et 300. La gabapentin, c'est un peu plus. C'est 300 jusqu'à 900, parfois 1200 mg par jour. C'est clair? Oui. La diloxyde est une opportunité thérapeutique. Vrai ou faux? C'est Vrai. quelle famille? Et antidépresseurs. C'est un antidépresseur, donc c'est C'est juste. C'est un? C'est juste. C'est juste, voilà. Alors, il faut vérifier que parmi les contre-indications de l'oxytine, c'est le glaucome. Retenir ça, la déloxytine, les contre-indications sur le glaucome. Donc, si on veut donner un patient qui a, par exemple, si on vous dit un patient à 60 ans, et si on vous ajoute en plus, il a un glaucome, il ne faut pas cocher la déloxytine, d'accord? S'il n'y a pas de glaucome, on peut la cocher. C'est clair? Oui. Donc, retenir que la déloxytine, c'est une opportunité thérapeutique, mais elle est contre-indiquée en cas de glaucome. Donc, si on vous donne un patient qui a un glaucome et s'il a une douleur neuropathique, si on vous met la déloxytine, il ne faut pas la cocher éventuellement. D'accord?
La même chose, si on veut mettre les antidépresseurs, il ne faut pas les cocher. Il ne faut pas cocher les antalgiques classe 1, classe 2, classe 3. Par contre, il faut cocher les antiépileptiques. C'est clair? Alors, c'est bien, vous avez bien assimilé cette notion. D'accord? C'est clair? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu essentiellement? La première des choses, il faut typer la douleur. Si c'est une douleur neuropathique, quelles sont les opportunités thérapeutiques en général? On a les antidépresseurs et Les antiépileptiques. alors, lorsque vous allez cocher, il faut vérifier. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? On a deux choses. Dans un QCM, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Le terrain et la posologie. Voilà, très bien, c'est ça. C'est clair? Vous avez Oui, bien professeur. assimilé ça? Hein? Oui, professeur. Donc, si vous avez un QCM sur une douleur neuropathique, il faut vérifier ces éléments-là. Alors, les contre-indications des antidépresseurs, c'est l'adénome, le glaucome, la duloxétine, c'est le glaucome. D'accord? Les GABA, c'est-à-dire la prégabaline, la gabapentin, c'est surtout les problèmes. Il faut vérifier surtout l'atteinte rénale. D'accord? L'insuffisance rénale. D'accord? C'est clair? Oui. Alors, dans le tableau de sevrage des morphiniques, on a les signes suivants. Larmoiement, contracture musculaire, constipation, hyperthermie, état inflammatoire. Alors, qu'est-ce que vous avez coché? Vous allez cocher quoi? AP. Uniquement AB. ABTE. Voilà, très ABTE. bien. A, B, D, E. En général, il faut toujours retenir ça. Lorsqu'il y a un syndrome de sevrage, c'est tout ce qui est écoulement. Donc là, vous avez larmoiement, vous avez catarrhe, donc les catarrhes, vous avez les diarrhées. D'accord? La constipation, c'est un signe d'imprégnation. D'accord? Pas C'est de un sevrage. effet indésirable. Hein? C'est un effet indésirable. Voilà, c'est-à-dire c'est un signe d'imprégnation qu'on va voir chez les gens qui sont imprégnés par les morphiniques. C'est pourquoi, en général, un laxatif, il faut toujours surveiller. Parfois, ça peut donner une constipation au point il faut seulement donner des laxatifs. D'accord? Donc, les morphiniques, le surdosage, l'intoxication, en général, l'imprégnation donne plutôt une constipation. Le sevrage, c'est plutôt une diarrhée. D'accord? C'est-à-dire, on peut, comme je dis, un patient, par exemple, je vous un ensemble de QCM sur les morphiniques, par exemple, pour vous donner un patient qui est ce morphinique, comme je dis, qui est ce telle dose, on peut vous dire, par exemple, que on peut vous donner une dose d'intraveineuse et la traduire en dose orale opérose. On peut vous dire que en cas d'intoxication, on va avoir soit un diarrhée ou bien une constipation, pour voir qu'est-ce qu'il faut cocher, par exemple. Et bien sûr, on peut vous donner, par exemple, en cas de surdose, on peut donner le naloxone ou bien de l'hémicile et ainsi de suite. D'accord? C'est clair? Parce que normalement, vous allez avoir, ma partie, vous allez avoir 5 QCM. Vous allez avoir beaucoup de 3-4 QCM qu'on a traités qui vont traiter dans un seul QCM, par exemple. C'est clair? Vous avez compris? Oui, professeur. Hein? Vous avez compris? Oui. L'application des morphiniques à la dose délivrée en interdose en cas de douleur peut-être de 1/6 de la dose totale. La dose délivrée en interdose en cas de douleur peut être 1/10 de la dose totale. Intégré dans la dose totale journalière, c'est prise régulière de 4 interdoses, mais jamais fait en initiation. Alors, qu'est-ce que vous allez cocher ici? ABC. Très
Très bien, ABC, d'accord? Vous avez compris, ça veut dire en initiation. Vous avez compris la morphinique en initiation. Vous avez compris cette notion ou non? Non, monsieur. C'est-à-dire, ce que j'ai dit, une initiation. Normalement, lorsque vous avez quelqu'un qui a une douleur, vous avez l'échelle d'IVA, donc qui est de 0 à 10, d'accord? On a dit, par exemple, vous avez, lorsqu'on a parlé des classes, selon l'OMS, des classes des antalgiques, on a classe 1, donc A, donc classe 1, 2 et 3, d'accord? En général, pour une douleur modérée de 0 à 4, on peut commencer par les antalgiques classiques, c'est-à-dire du paracétamol, d'ANS, de l'aspirine, en fonction bien sûr du terrain et tout ça. Mais pour, par exemple, quelqu'un qui viendra vous voir, si on vous dit qu'on a un patient qui d'emblée, là, il va à 8, 9, d'accord? Il y a une douleur, c'est-à-dire qu'il y a une douleur qui est très intense, d'accord? On peut, dans ces cas, on peut commencer d'emblée par la morphine, dans certaines situations. On ne va pas passer parce qu'on sait qu'on peut ne pas être efficace avec le paracétamol. On peut initier d'emblée, commencer par la morphine. Ça veut dire initiation, c'est-à-dire on peut passer par palier, et commencer par classe 1, 2 pour aller à la morphine. D'emblée, on passe par la classe C, la classe 3, d'accord? C'est compris? Oui, monsieur, merci. Donc, si on vous dit, par exemple, si vous avez un patient qui a un score d'EVA à 9, par exemple, ou bien à 10, ou bien à 8, ou bien plus de 7, et un médecin peut commencer l'initiation. Donc, si on vous dit, est-ce que le médecin peut commencer l'initiation, vous vous dites oui. Ou bien, il n'a pas le droit, c'est faux. D'accord? Vous avez compris? Oui, monsieur. Donc, donc, il faut retenir cette notion-là, qu'on peut commencer d'emblée par la morphine et non pas passer par palier. Ce n'est pas par palier 1, 2, 3, mais on peut commencer d'emblée par le palier 3 si on juge que la douleur elle est intense et qu'il faut commencer par d'emblée initier le traitement par les morphines. D'accord? C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Donc, si j'essaye de récapituler pour les morphiniques, il faut connaître qu'en quoi on peut commencer par l'initiation. Les interdoses peuvent aller de 1/10 à 1/6 en général. D'accord? On peut, bien sûr, lorsqu'on a plus de 4 interdoses, on doit introduire ça dans la dose journalière. Il faut connaître, comme on a dit, le passage de comment faire la translation entre les doses intraveineuses pour passer à péros, ou bien subcutanées pour passer à péros, et ainsi de suite, d'accord? Et connaître bien sûr les signes de sevrage et les signes de surdosage ou bien d'intoxication. D'accord? C'est clair? Vous avez compris ça? Oui, monsieur. Alors, si vous avez compris ça, vous allez réussir votre QCM sans problème. D'accord? Le QCM qui va. Là, les benzodiazépines sont contre-indiqués en cas de myasthénie. A, B, D. Voilà, A, B, D. Très bien. Donc, effectivement, donc vous avez bien sûr la myasthénie, l'insuffisance rénale et tout ça. C'est un coma qui est calme. C'est un coma qui est calme. Donc, dans les benzodiazépines, c'est plutôt un coma calme et non pas agité. Et vous savez qu'ils ont un effet mieux relaxant, bien sûr, anxiolytique, mais également un effet. Ils sont prescrits pour une durée de 3 mois, c'est moins. Donc, il ne faut pas une durée de 3 mois. Ce ne sont pas les antidépresseurs. En général, c'est moins de 4 semaines. D'accord? C'est clair? Oui, professeur. Alors, l'hydroxyzine est contre-indiquée en cas de porphyrie. Responsable, bien sûr, donc de troubles d'accommodation. Et prescrit à la dose de 50 à 100 mg par jour, indiqué en cas de grossesse de premier trimestre. Toutes les réponses sont justes. Voilà, très bien. Toutes les réponses sont justes. Alors, vous avez bien sûr les contre-indications. Donc, c'est le taraxète, c'est-à-dire l'ancien Atarax en général. La contre-indication en cas de bien sûr la grossesse, l'allaitement. Donc, ça, c'est le glaucome. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Les contre-indications, il faut les connaître. Le trouble de l'accommodation. La dose, c'est 50 à 100 mg par jour. Donc, ça, c'est des choses. Un antihistaminique.
Les anxiolytiques sont à éviter en cas de syndrome d'apnée de sommeil, sont contre-indiqués en cas d'insuffisance hépatique grave, peuvent être responsables d'un syndrome de sevrage, ont tous un effet mieux relaxant, peuvent être associés aux antidépresseurs, ont tous la même demi-vie. A, B, C, E. A, B, C, E, très bien. Donc, les contre-indications, il faut connaître bien sûr les syndromes d'apnée, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance respiratoire. Ils sont responsables d'un syndrome de sevrage. Alors, il y a certains qui n'ont pas un effet mieux relaxant. Toutes les anxiolytiques n'ont pas un effet mieux relaxant. C'est surtout les benzodiazépines qui ont un effet mieux relaxant. Ils peuvent être associés aux antidépresseurs, parce que normalement, lorsqu'on commence un traitement antidépresseur, on va voir ça après, l'effet est un peu immédiat, et donc il faut associer parfois pendant les 2 premières semaines un anxiolytique, en attendant d'avoir l'effet de l'antidépresseur. Ils n'ont pas la même demi-vie. Il faut connaître ça parce que, surtout chez la personne âgée, vous pouvez avoir une demi-vie qui est plus longue dans le cas de certains anxiolytiques. Alors, le traitement par les antidépresseurs, ils sont préconisés en cas d'anxiété généralisée, peut entraîner une recrudescence anxieuse, peut s'accompagner d'une augmentation des risques suicidaires à l'introduction du traitement, les troubles sexuels peuvent se voir, peut se syndrome sérotoninergique, prescrit pour une durée de 3 mois minimum, et prescrit à la dose de 75 à 100 mg en cas d'antidépresseurs tricycliques. L'effet thérapeutique est immédiat. Donc déjà, A, c'est vrai. Ça peut entraîner une réduction anxieuse. Ça peut augmenter le risque suicidaire par désinhibition. Oui, Ça peut donner des troubles de la libido, donc décès juste. oui. Ça peut se compliquer d'un syndrome sérotoninergique. F, non, vous pensez à au moins 6 mois. Et pour ce qui est de G, elle est vraie. H, non. C'est un effet dans 21 jours. Voilà. Donc, il faut qu'on vous donne si un patient initie ce traitement antidépresseur. Donc, on vous dit, est-ce que, par exemple, il peut avoir un risque suicidaire, il faut le cocher. Est-ce qu'il y a des troubles sexuels, il faut le cocher. L'effet thérapeutique, bien sûr, n'est pas immédiat, donc il est retardé. C'est pourquoi, comme je dis, les anxiolytiques au cours des 2 premières semaines de traitement, de la mise en place d'un traitement antidépresseur, une phase d'attaque, une phase d'entretien, et ça dépend en fonction, bien sûr, de la réponse et de la rechute éventuelle. Alors, en faveur d'une maladie minière, un vertige rotatoire paroxystique, la présence d'une surdité de transmission, l'évolution par poussée, la présence d'une surdité de perception, touche l'adolescent. A, C, D. Voilà. A, C, D. Très bien. Alors, on peut poser le problème comme ça, comme on peut dire, par exemple, un patient âgé de 50 ans, par exemple, se présente chez vous en consultation parce qu'il présente des accès vertigineux paroxystiques récidivants avec notion de surdité. D'accord? On peut vous donner, par exemple, qui évolue par poussée, on peut vous donner, par exemple, quels sont les diagnostics à évoquer. On peut vous donner une maladie minière, on peut vous donner un vertige, on peut vous dire AVC, on peut dire ça. Il faut choisir donc le diagnostic qui va. D'accord? On peut vous poser dans les 2 sens. C'est clair? C'est-à-dire, on peut vous donner quelqu'un qui a les critères de minière et vous donner quel diagnostic, et vous donner les autres diagnostics, bien sûr, différentiels, et choisir, bien sûr, la maladie minière, comme on peut vous donner comme ça. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, on peut avoir un vertige paroxystique positionnel bénin, un nystagmus vertical, la présence d'une hypoacusie, le caractère bref des vertiges, peut être traité par la manœuvre de Sémon, le HIT, c'est-à-dire le HIT impulse test, c'est-à-dire positif, c'est-à-dire qu'il est pathologique. Parce qu'on veut dire positif, c'est-à-dire qu'il est pathologique, il n'est pas. D'accord? Alors, vous cochez quoi? C, D, E. Voilà, très bien, CDE. Alors, on peut vous donner, là aussi, on peut vous donner une situation clinique, par exemple. On peut vous donner un patient âgé se présente pour un vertige paroxystique, bref, sans trouble auditif, il n'y a pas sans hypoacousie, et
par exemple, un hit, c'est-à-dire un hit d'un plus test qui est positif, et on vous dit, ce sont les diagnostics à évoquer. On peut vous donner, par exemple, le vertige paroxystique positionnel bénin. Est-ce qu'on peut évoquer une labyrinthite, par exemple? Une labyrinthite. Qu'est-ce qu'on a dans une labyrinthite, par exemple? On a les vertiges plus Plus des signes auditifs, je pense. hypoacousie. Voilà, très bien. Donc, si on veut donner, par exemple, juste le vertige et qu'il n'y a pas de trouble auditif, il ne faut pas cocher, bon, par exemple, le, le labyrinthite. D'accord? Si par contre, on vous donne un patient qui a un vertige, vous avez parce que le hit impulse test est un élément positif lorsqu'il s'agit d'un vertige qui est plutôt de type Périphérique. périphérique. Ça permet de faire la distinction entre l'atteinte centrale et périphérique. Donc, on vestibule périphérique et centrale. Alors, si on vous donne un patient qui a une hypoacousie, là aussi, il ne faut pas cocher le vertige positionnel bénin. Le vertige paroxystique, il n'y a que le vertige bref, le caractère bref du vertige, il n'y a aucun autre signe associé. Il n'y a pas d'hypoacousie. Il n'y a pas de signe des voix longues. Il n'y a pas il n'y a pas de trouble de déglutition. Il n'y a rien. Il n'y a pas de diplopie. Il n'y a rien. D'accord? Est-ce que c'est clair? Et si on vous pose un patient qui a un vertige paroxystique bénin, si on vous dit que sur le plan c'est-à-dire on vous dit qu'on doit réaliser telle manœuvre thérapeutique, il faut éventuellement, bien sûr, il faut la cocher également. D'accord? C'est clair? Oui. Hein? Quels sont les vertiges qui s'accompagnent de troubles auditifs? Vous avez les labyrinthites. Et quoi encore? La maladie de Meunière. Minière, très bien. Et bien sûr, s'il y a une autre étiologie, un neurinome de l'acoustique, par exemple, d'accord? C'est clair? Vous prenez des notes, Yann? Oui, professeur. Il faut prendre des notes. Donc là, donc on peut vous poser comme ça, comme vous pouvez, même si on vous fait un cas clinique, on va faire un cas clinique, c'est-à-dire qui est clair. On va vous préciser les signes qui témoignent d'une atteinte périphérique, par exemple, ou centrale, et voilà les étiologies qu'il faut évoquer. Éventuellement, il faut choisir l'étiologie qui va avec. Si par contre, vous avez quelqu'un qui a un vertige avec des artères, avec excite moteur et tout ça, c'est central ou périphérique? Central. C'est central. Donc, il faut penser aux étiologies centrales, comme l'AVC, la sclérose en plaques, et ainsi de suite. Nystagmus vertical, c'est toujours Central. Toujours central. Donc, on ne peut pas avoir la scodéviation, c'est toujours Central. central également. D'accord? Un hit positif, c'est Périphérique. périphérique. Voilà. Donc, il faut retenir ça. D'accord? C'est clair? Oui. Alors, si vous retenez ce que je viens de dire, c'est largement suffisant. C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Il faut juste les notes c'est les questions, je vais tourner autour de ça en général. C'est pas... Alors, une épilepsie généralisée idiopathique est diagnostiquée chez une jeune femme de 22 ans. Le code de traitement est préconisé. Le valproate de sodium, la carbamazépine, la lamotrigine, le phenobarbital, le Santin. Je sais. Le C, très bien. Pourquoi? Parce que c'est une femme en âge de procréer. Procréation, très bien. Si c'était un homme, lesquels des traitements on peut ajouter en plus? Qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi dans ces cas-là? Si c'était un homme de 22 ans, par exemple, qu'est-ce qu'on va ajouter? Oh. Oh.
peut ajouter le A. Alors, le D peut éventuellement. Le zarantin, on le précise dans quel cadre on prescrit le zarantin? Le succimite. Dans quelle situation? Dans quel type d'épilepsie? Absence de l'enfant. Voilà, c'est ça. Alors, si on vous donne un enfant, un jeune enfant de 6-8 ans qui a une épilepsie absence, quels sont les traitements qu'on peut préconiser? Une épilepsie généralisée, épilepsie absente chez un enfant de 10 ans, 11 ans. Qu'est-ce que vous allez prescrire? Le valproate et quoi encore? Qu'est-ce que vous prescrivez? Le valproate et le L'étosuximide, le zarantin. Le zarantin, voilà. Donc, le zarantin, il est prescrit en cas d'épilepsie absente. Donc, c'est un choix thérapeutique en cas d'épilepsie absente de l'enfant. Le phénomorbital, il faut éviter chez l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a des effets cognitifs. Il a des effets cognitifs. C'est clair? Quelle est la dose en général? Quelle est la dose? Je ne sais pas si dans le prochain fixé. Quelle est la dose? En général, 20 à 30 mg par kilo, d'accord? Chez l'enfant, 15, donc, et le carbamazépine, c'est 10 à 20 mg par kilo, d'accord? Le carbamazépine, c'est moins que le valproate. C'est clair? Je vais vous demander de retenir les doses. Est-ce qu'on peut prescrire la carbamazépine en cas d'épilepsie absente de l'enfant? Oui ou non? Oui ou non? Quelqu'un peut répondre? Non, monsieur, on peut pas. Pourquoi? Ça aggrave les absences. Très bien, donc ça aggrave les absences. Très bien, bravo. Donc si on vous donne un enfant, il faut éviter de donner la carbamazépine. Le traitement antiépileptique est préconisé en cas de traitement préventif en cas d'AVC, une crise épileptique suite à une hyperglycémie, une première crise épileptique spontanée chez un patient ayant fait un AVC ischémique cilié superficiel remontant à 4 mois, une première crise épileptique généralisée chez un enfant de 10 ans avec cas similaire chez la frère et présence d'anomalies épileptiques généralisées à l'EEG. Il faut tenir compte donc des interactions médicamenteuses. Quelqu'un peut répondre? CDE. CDE, très bien, voilà. Donc, parce que là, le premier, il n'y a pas de traitement préventif en matière de. Il n'y a pas de traitement antiépileptique préventif. Il y a des rares exceptions, des cas exceptionnels de traumatisme avec plaie profonde et extériorisation du parenchyme cérébral, certains hémorragies sur anévrisme, mais ça, c'est rare. Crise épileptique suite à une hyperglycémie, c'est une situation occasionnelle. Il faut traiter l'hyperglycémie. C'est pas. Là, si j'ai un patient ayant fait un AVC ischémique cilié superficiel, est-ce qu'on peut parler d'une épilepsie? Oui ou non? Oui ou non? Professeur, l'épilepsie se déclare comme maladie après 2 crises, je pense. Voilà. Mais si je vous rappelle de la définition, donc soit vous avez quelqu'un qui a fait 2 crises, on peut vous poser un cas clinique dans lequel quelqu'un qui fait par exemple un AVC avec des crises partielles ou bien des crises soit partielles simples, soit partielles complexes, d'accord? Et dans ce cas-là, même s'il a fait la première crise, parce que lorsqu'on nous a enseigné la définition d'une épilepsie, on a dit que c'est une affection, soit il y a 2 parties dans la définition. Il y a dans la première partie dans laquelle
On dit qu'une épilepsie est une affection caractérisée par la répétition spontanée de crises épileptiques. Il faut au moins 2 crises. Et puis, vous avez dans la deuxième partie de la définition, si vous vous rappelez, c'est quelqu'un a un risque, il fait une première crise, mais qu'il a un risque potentiel qu'il fasse des crises ultérieures. Vous avez ce patient, il a des facteurs prédictifs qui font qu'il a un risque potentiel qu'il fasse d'autres crises. Dans ce cas-là, même s'il a fait une première crise, on peut parler d'épilepsie. Il y a des arguments qui disent que ce patient va faire d'autres crises. Par exemple, vous avez le cas C, c'est quelqu'un qui a fait un AVC ischémique sylvien superficiel, qui a un AVC cortical et qui vient de faire une crise. Ça veut dire qu'il a fait la crise suite au développement d'un foyer épileptique sur la lésion ischémique, ce qu'on appelle une épilepsie vasculaire. Donc, ce patient, il a un risque potentiel qu'il fasse une autre crise, donc il faut le traiter. D'accord? La même situation, le cas D également, c'est un enfant de 10 ans, il a fait une première crise, mais comme il a déjà un casimir dans la famille, chez le frère, il a des anomalies épileptiques généralisées à l'EEG, donc le patient, cet enfant, il a un risque potentiel qu'il fasse une deuxième crise, il faut le traiter là aussi. C'est clair? Oui, professeur. Donc, si on vous donne un cas clinique d'un patient qui a fait un AVC, qui a fait un traumatisme crânien avec une lésion corticale, dans ce cas-là, et on vous dit est-ce qu'il faut traiter ou non, il faut le traiter bien sûr. Après, le traitement doit tenir compte des interactions médicamenteuses. D'accord? C'est clair? Et du terrain. Si c'est une femme, par exemple, en âge de procréation, qui a fait une crise épileptique généralisée, une crise épileptique partielle génération secondaire, et qui a bien sûr donc un AVC, c'est qu'elle d'AVC bien de traumatisme, vous allez mettre quel traitement? La lamotrigine. Voilà, la motrigine par exemple. Si par exemple, un patient qui a par exemple un traitement par exemple qui est sous anticoagulant par exemple, est-ce que vous allez mettre, si vous avez le choix entre le valproate, entre un nom par exemple, entre le valproate, entre la lamotrigine, entre le Keppra, entre par exemple le Tegretol, la carbamazepine, est-ce que vous allez choisir la carbamazepine par exemple? Quelqu'un qui est sous anticoagulant. C'est un médicament qui n'est pas un inducteur enzymatique. D'accord? C'est clair? Vous avez compris? Et on choisit par conséquent lequel, professeur, parmi ces molécules que vous voulez Il donner? faut enlever par exemple, il faut enlever par exemple le Tegretol surtout, d'accord? Vous pouvez choisir les autres en fonction, bien sûr, on peut, surtout par exemple une épilepsie partielle, vous pouvez utiliser par exemple, vous pouvez utiliser donc soit le Keppra, on peut utiliser parfois bien sûr la lamotrigine, on peut utiliser parfois dans certaines situations, si on n'a pas d'autre alternative, on peut utiliser également le valproate, d'accord? Mais le traitement de choix en général en cas d'épilepsie partielle, c'est surtout le Keppra en première instance. D'accord? Par contre, si la commandage de procréation, on peut à ce moment-là utiliser plus la lamotrigine que le Keppra. C'est clair? Si vous avez un patient qui a des anticoagulants, qui a une valvulopathie, qui est sous anticoagulant, qui a une fibrillation auriculaire sous anticoagulant, parce que cette situation, vous pouvez la voir chez quelqu'un, par exemple, qui a fait un AVC ischémique sur fibrillation et qui va développer une épilepsie. Donc, même s'il a fait des crises partielles, on sait par exemple que la carbamazepine est la moins chère parmi ces médicaments, mais le problème, c'est que c'est un inducteur enzymatique et risque de perturber le traitement anticoagulant de votre patient. Donc, il faut choisir un médicament qui n'est pas connu comme inducteur enzymatique, comme le Keppra par exemple. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc là, si on vous pose un cas clinique d'une épilepsie, il faut vérifier quoi? Le type d'épilepsie, d'accord? Alors, si c'est une épilepsie absente, l'âge, c'est-à-dire l'âge, l'épilepsie absence, il faut bien dire, on sait que en cas d'absence, en cas d'absence et de myoclonie, il faut éviter quoi? Qu'est-ce qu'il faut éviter? La carbamazepine, d'accord?
Donc, il faut vérifier l'âge, le type d'épilepsie, est-ce qu'il est partiel, est-ce qu'il est généralisé, le terrain, donc est-ce qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, surtout avec les anticoagulants en particulier, et bien sûr, vérifier également les doses. D'accord? Et pour les médicaments classiques, le valproate et la carbamazepine essentiellement. Est-ce que c'est clair? Oui, professeur. Hein? C'est clair? Donc, si on vous donne un patient qui a un âge, qui a une lésion, qui fait une première crise, est-ce qu'on traite ou on ne traite pas? On le traite parce qu'il a un risque potentiel selon la définition. Une épilepsie, il faut classer comme une épilepsie. D'accord? Comment on classe une épilepsie? Soit c'est une répétition spontanée des crises avec au moins 2 crises. Là, je dis comment on classe une épilepsie. Comment on classe une épilepsie? L'épilepsie, soit qu'il est partiel, soit qu'il est général. Donc l'épilepsie, on les classe soit qu'il est partiel, soit qu'il est généralisé. On la classe selon 2 axes. Un axe clinique, c'est-à-dire partiel ou généralisé, et un axe Étiologique. étiologique. Qu'est-ce qu'on a dans l'axe étiologique? Vous avez 3 possibilités. Shnaouma, quelles sont les 3 possibilités qu'on a en général? L'idiopathique, cryptogénique Voilà. et symptomatique. Voilà, très bien. Donc, s'il y a une cause, AVC, traumatisme, tout ça, c'est symptomatique. S'il est héréditaire, une composante héréditaire, c'est-à-dire un terrain familial et tout ça, c'est. Idiopathique. Et s'il n'y a pas ni dans idiopathique, ni de symptomatique, c'est. Cryptogénique. Voilà, Cryptogénique. cryptogénique. Voilà. Donc, si on veut donner, par exemple, Génétique. voilà, cryptogénique. Voilà, cryptogénique, on voulait, mais cryptogénique. Si vous avez par exemple un patient cryptogénique, ça veut dire qu'on n'arrive pas à identifier la cause. Par exemple, vous avez un patient. On vous dit par exemple un patient ayant des antécédents de traumatisme crânien remontant à 2 ans, 3 ans, qui a fait par exemple des crises à type de crise partielle sensitive par exemple, ou bien des crises aphasiques par exemple, et une crise aphasique par exemple, ou bien des crises. Alors, dans ce cas-là, c'est une épilepsie partielle ou généralisée? Généralisée. Je vois les crises généralisées. La crise généralisée tonique, tonico-clonique, les crises généralisées atoniques, les myoclonies bilatérales et les absences. C'est les crises généralisées. Parce que vous avez quelqu'un qui a des symptômes unilatéraux, soit des cycles cloniques unilatéraux, soit des crises toniques unilatéraux, soit des manifestations subjectives unilatéraux, soit des hallucinations olfactives, auditives, tout ça. C'est une épilepsie de quel type? Partielle ou généralisée? Partielle. Et dans ce cas, chez ce patient, ça va être idiopathique, cryptogénique ou bien symptomatique? Ce patient qui a des antécédents de traumatisme ou bien de crânien grave et tout ça. C'est Symptomatique. symptomatique, voilà. Donc, s'il a un antécédent quelque chose, c'est symptomatique, c'est pas cryptogénique. Est-ce que c'est clair? On peut vous Oui, donner monsieur. comme par exemple un cas clinique, un patient âgé de tel qui a fait telle chose, qui s'est présenté avec une crise de quel type, et on vous demande est-ce que on peut être prescrit ou non? Est-ce que c'est une épilepsie partielle idiopathique, ou bien c'est une épilepsie partielle cryptogénique, ou bien c'est une épilepsie partielle symptomatique, ou bien une épilepsie généralisée, en fonction du type de crise. Et puis on vous donnera par exemple les traitements. Est-ce qu'on peut le mettre sur tel traitement, tel traitement, tel traitement? D'accord? C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Donc, première chose, s'assurer est-ce que c'est une épilepsie ou non, pour voir l'utilité ou non d'un traitement antiépileptique. Vérifier le terrain, d'accord? Vérifier le traitement de crise qu'il a sur le patient. Et sur le choix de
de nature, de l'épilepsie, absence ou autre, et puis vérifier les doses. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, mais c'est clair. Les antipyrétiques responsables d'une toxidérémie sont le valproate, la carbamazépine, la lamotrigine, le lévetiracetam et le phénobarbital. Les plus reconnus, c'est quoi? C'est la carbamazépine, la motrigine et le phénobarbitol. c'est ça. Donc, ce sont les trois, le B, le C et le E. D'accord? Ce sont les médicaments qui sont reconnus responsables d'une toxidérémie. Le syndrome de, comment on appelle les syndromes de toxidérémie? Grave, comment on les appelle? Voilà, le syndrome de Leigh et le syndrome de Stevens-Johnson. D'accord? C'est ça. Alors, les règles de prescription d'un traitement antiépileptique. Vous débutez le dose, vous commencez par une monothérapie, vous commencez par la carbamazépine en cas d'absence, vous évitez la carbamazépine en cas de myoclonie, vous surveillez le poids en cas de prise de lamotrigine, vous donnez le valproate de sodium à la dose de 20 à 30 mg par kilo par jour. Alors, qu'est-ce que vous allez répondre? Je vous écoute. Donc déjà, il faut commencer par une monothérapie. Très bien, On évite la carbamazépine quand on a une myoclonie. très bien. Et on commence, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, la dose de valproate de sodium de 20 à 30 mg par kilo par jour. Voilà, très bien. Quel est le médicament de la prise du poids en général? Antiépileptique, c'est le valproate de sodium, d'accord? C'est lui qui donne la prise du poids, d'accord? Le valproate, c'est essentiellement, bien sûr, la prise du poids, le problème hépatique. Alors, le Keppra, le Viciractam, c'est surtout, il faut essentiellement craindre essentiellement les dépressions, d'accord? C'est clair? C'est clair? Vous avez Oui, pris note? monsieur. Vous avez pris note? Oui. Oui. Monsieur, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Donc, il faut savoir que, si vous avez bien suivi la séance, j'ai essayé de vous donner un peu les questions qui vont sortir. Si vous avez bien écouté, vous avez bien assimilé ce que je viens de vous dire. D'accord? Oui, oui, je vous entends, Amine. Ah, monsieur, je voulais justement vous demander le nombre de questions qu'on aura pour l'examen. Ah, vous allez en général avoir 20 QCM pour l'ensemble des quatre, des quatre, des quatre, vous allez avoir 5 QCM dans ma partie, 5 QCM. D'accord, monsieur, la correction, ça sera sous forme de système relatif. Voilà, relative, voilà. Il y aura au moins un QCM qui est faux, bien sûr, d'accord? Et comme j'ai dit, si ça va être des cas, c'est à partir de ce que je viens de vous dire. Parce que là, on ne peut pas, comme on n'a pas un nombre important de QCM, on essaie dans un QCM de ramasser ce que je viens de vous dire, d'accord? Ah, j'ai déjà traité ce qui vont sortir, si vous avez bien suivi. D'accord, monsieur. Et ça sera 5 propositions ou bien 4? La 4 propositions, A, B, C, D en général. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Vous n'avez pas d'autres questions?
n'avez pas d'autres questions? En général, ça ne va pas être des questions difficiles. Hein. C'est juste si vous avez bien assimilé ce que je viens de dire et ce que je viens de vous courir ici, c'est largement suffisant. Si vous avez bien appris un peu les éléments les plus importants sur lesquels je vous demande d'assister. En général, il n'y a pas de problème. En général, la synthèse, il n'y a pas de. Souvent, la majorité des gens la réussissent. Donc, c'est le dernier examen qui vous reste. Oui, monsieur, le dernier, Inch'Allah. Donc, c'est le lundi à 13h. Oui. D'accord, donc, bonne chance pour le lundi. Et je vous souhaite bien sûr une excellente soirée et bonne réussite pour la suite. Merci Et beaucoup, monsieur. j'espère que ça va passer bien. D'accord? Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Merci, Amine, d'avoir Merci à vous, monsieur. permis de faire cette réunion. Et donc, pour l'effort que vous avez déployé pour ça. Merci, monsieur. Au revoir, à la prochaine. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, à la prochaine. Donc, si vous avez des questions, quelque chose de particulier, vous pouvez m'envoyer un message sur mes mails. Il n'y a pas de problème, je reste à votre disposition. Allez, bonne soirée et bonne continuation. Et je vous souhaite bien sûr une réussite. Et donc, comme ça, les gens qui vont se préparer pour l'internat, donc auront le temps nécessaire et suffisant. Allez, bonne soirée.